On est fondé en 2021 et depuis le début de l'aventure, notre mission, c'est de permettre la navigation pour la robotique autonome. Donc, notre solution, c'est une solution logicielle qui s'appuie sur notre technologie X-Way SLAM, qui est un algorithme de SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, qui fait du traitement en temps réel de données LiDAR 3D. Donc, notre claim, c'est que notre solution, elle permet de se positionner très précisément à 1 cm dans l'espace et à 0,1 degré pour ce qui est de l'orientation dans n'importe quel type d'environnement basé sur du traitement en embarqué de données LiDAR 3D. Donc, le principe, c'est que ça permet de se localiser dans des environnements extérieurs, dans des environnements intérieurs, étroits ou larges, et ce, sans limite sur la durée d'utilisation du logiciel. Et notre approche pour localiser justement les systèmes, c'est de faire ce que l'on appelle de la localisation basée carte. Donc, on entend souvent parler de localisation sans carte, qui exploite des types de capteurs comme des GPS, des centrales inertielles, des caméras qui font de la fusion de tout ça. Nous, à X-Ways, on est fervents défendeurs de la localisation basée carte. Donc, on va voir ensuite, bien sûr, pourquoi est-ce que c'est ça qu'on défend. Mais en tout cas, on a développé à cette fin 2 produits qui se complètent. Le premier, c'est X-Ways 3D Mapping, qui permet à partir de données LiDAR 3D et éventuellement de données GPS, de faire des gros nuages de points denses, géoréférencés si on a de la donnée GPS avec la donnée LiDAR. Et ce nuage de points, il peut être utilisé à différentes fins, que ce soit pour faire de l'extraction automatisée d'assets, des mesures 3D directement dans le nuage de points, ou de servir de référence pour faire de la navigation dans une carte. Donc nous, en général, on amène les 2 produits à nos utilisateurs. Le premier permettant de faire une cartographie qui va servir de référence, et le second, X-Ways Navigation, qui lui récupère une carte créée par exemple par X-Ways 3D Mapping et récupère en temps réel un flux de données 3D, LiDAR 3D, afin de se positionner dans cette carte très précisément et en temps réel. Donc la première brique, elle est complètement offline. Elle vient être mise en œuvre en amont du déploiement. Il faut faire la carte avant de déployer le robot. Donc, une fois que la carte est créée, le logiciel X-Ways Navigation lui est installé sur l'ordinateur du robot et permet en embarqué de calculer sa position et son orientation. Donc, pour que tout ça fonctionne, le point de départ, c'est d'avoir une carte 3D. Et donc, ce que je propose, c'est de vous expliquer quel est notre pipeline de mapping 3D, qui est en fait un pipeline qui est relativement générique et qui explique en fait comment, à partir de données LiDAR et éventuellement de données GPS, on peut faire des gros nuages de points 3D qui servent de référence pour la localisation. Tout part du SLAM. Donc, SLAM, c'est l'acronyme de localisation et cartographie simultanée. Donc, le concept, c'est de partir du néant et de recevoir une trame LiDAR. Donc, une trame LiDAR, c'est comme une image 3D, si on veut, et de décréter que cette trame LiDAR constitue la carte. Donc, au début, à l'allumage du SLAM, la carte n'est constituée que d'une seule trame LiDAR. Et petit à petit, le robot va être amené à se déplacer. Mais vu qu'il va se déplacer que d'un tout petit peu, on peut prendre les nouvelles données LiDAR qui mesurent un petit peu plus loin dans l'espace et les caler très précisément sur la carte dans son état actuel. Donc, vu ce que je viens de décrire, la carte dans son état actuel, ça n'est que la trame précédente. Et mettre à jour la carte, puisque maintenant, on a donc la carte actuelle, plus une trame légèrement déplacée par rapport à la carte précédente, mais bien recalée par rapport à elle. Et donc, on va ajouter cette trame à la carte pour dire que désormais, la carte est constituée des 2 trames précédentes bien mises en correspondance. Et donc, le principe du SLAM, c'est celui-ci, c'est celui de se localiser dans une carte que l'on est en train de construire. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette dimension de simultanéité entre la localisation et le mapping, ce qui fait que, à mesure que le système se déplace,
il cartographie son environnement, se localise dans une carte qui est de plus en plus précise, de plus en plus exhaustive, et ça lui permet d'avancer et de ne pas perdre le fil. Donc, sur cette vidéo, ce que je vous montre, c'est une démo de SLAM sur de la donnée LIDAR réelle. Donc, je vais remettre juste la vidéo au début. Ce que l'on voit, c'est une sorte de cercle concentrique, c'est de la donnée LIDAR mesurée depuis un capteur qui est situé sur une voiture. Les couleurs, c'est juste des fausses couleurs basées sur l'intensité de retour du capteur. C'est pour ça que plus les objets mesurés sont réfléchissants et plus on va avoir des teintes jaunâtres sur le nuage de points. Et donc, au début, la carte n'était constituée que de cette trame unique sur laquelle je me suis un peu attardé. Et à mesure que le capteur se déplace, bien, le SLAM estime la trajectoire du capteur, ce que l'on voit ici se dessiner en blanc, la ligne continue, et la carte locale aussi, que l'on voit du coup en background se construire, qui est un nuage de points plus dense, qui agrège en fait à chaque fois que l'on reçoit une nouvelle trame, plus d'informations, plus de précision par rapport à la carte dans son état précédent. Donc, il faut bien noter que le SLAM, ça permet de faire de la localisation relative, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai allumé le système, où suis-je désormais? Et donc, bien sûr, comme tout système de positionnement relatif, le SLAM est sujet à la dérive, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va avancer dans l'histoire du SLAM, on va accumuler un petit peu d'erreurs, tout petit peu d'erreurs infinitésimales, mais qui, mises bout à bout sur des dizaines, des centaines, des milliers de trames, va causer ce que l'on appelle de la dérive, c'est-à-dire que si on revient au même endroit spatialement avec le robot, eh bien, la trajectoire ne va pas forcément le dire. Elle va dire qu'on est décalé de 2 mètres, par exemple, parce qu'on a dérivé de 2 mètres entre les deux instants où on est passé au même endroit physique dans le monde. Donc, lorsqu'on veut faire... excusez-moi. Lorsque l'on veut faire une carte, bien sûr, on ne peut pas supporter le fait qu'il y ait du drift dans la carte. Donc, la sortie du SLAM, c'est une trajectoire locale. Et pour vous illustrer le problème qu'est le drift en fait, du SLAM LIDAR, j'ai entouré ici 3 parties de la trajectoire qui montrent quel est l'effet en fait sur la trajectoire. C'est que par exemple, dans cette zone-là, le plus en bas de mon écran, on voit que la partie orange ne se superpose pas très bien avec la partie verte. En fait, elle est un petit peu au-dessus. Et également, sur cette partie-là de la trajectoire, on voit que les 2 morceaux de trajectoire qui décrivent finalement le même mouvement ne sont pas superposés. Et ça, c'est parce que l'un a été, une partie de la trajectoire a été construite plutôt au début de l'acquisition, la partie verte, et une autre à la fin de l'acquisition, la partie rouge. Et entre les deux, eh bien, on a drifté, on a accumulé de la dérive. Et le corollaire, c'est que lorsque l'on va créer un nuage de points sur cette trajectoire, donc, créer un nuage de points, c'est en fait positionner toutes les trames LIDAR sur la trajectoire que l'on a calculée, eh bien, on va avoir quelque chose qui est un peu en millefeuille, un peu décollé. C'est ce que ici on indique avec les différentes couleurs où on avance dans le temps selon que la couleur va du bleu au rouge. Et on voit que si on zoome sur une certaine partie de la trajectoire, on est passé plusieurs fois, eh bien, le nuage de points est en 3 morceaux ici, puisque il y a eu de la dérive et que le nuage de points ne s'est pas auto-recollé. Justement, cet auto-recollement, c'est ce que l'on appelle en général la loop closure. Loop closure, donc fermeture de boucle, c'est une gamme d'algorithmes qui a pour but d'optimiser une trajectoire en lui mettant des contraintes pour que elle soit localement cohérente. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, en tout cas avec X-Waze, ici en bleu, j'ai schématisé la trajectoire du SLAM LIDAR, où j'ai symbolisé de la dérive, notamment sur cette partie-là qui est pointée avec cette flèche bleue, où on imagine bien que en fait cette partie-là de la trajectoire aurait dû se retrouver à peu près bien collée sur la partie supérieure, mais en fait à cause de la dérive, il y a un écart sur la trajectoire. Le principe de la loop closure, c'est à partir des données LIDAR de construire des cartes locales et de faire ce qu'on appelle de la place recognition, c'est-à-dire reconnaître que entre le premier passage et le deuxième passage, il y a une correspondance spatiale, géométrique, entre les 2 morceaux de nuages de points,
et de détecter comment aurait dû être la trajectoire pour bien aligner le nuage de points. Ça, c'est ce qu'on appelle une mesure de loop closure. Et le principe, c'est cette mesure de la donner à un espèce de petit ressort rouge pour que l'optimiseur réoptimise toute la trajectoire en prenant en compte en fait ces mesures de loop closure et rétropropage l'erreur. Donc, il y a un mesure sur une trajectoire d'odométrie, donc je reprends celle dont on a parlé avant. Ça, c'était la trajectoire avant optimisation. Et après optimisation, vous voyez que toute la trajectoire a été localement déformée afin de bien permettre un recollement, on va dire, des bouts de trajectoire aux différents endroits. Et donc, si maintenant on revient du point de vue du nuage de points, notre nuage de points qui a été complètement décollé en millefeuille, après loop closure, eh bien, il est cohérent. Et ça, c'est ce qu'on peut apprécier en voyant que les couleurs sur les différentes structures, donc qui représentent, comme je l'ai dit, différents moments de l'acquisition, on voit que les couleurs sont toutes mélangées et que nous, humains, on arrive bien à distinguer les différents éléments de la scène parce que désormais, ils sont alignés. Et donc, si on prend une vue complète du nuage de points, du dessus, là, on reconnaît toujours les effets du drift avec le toit, par exemple, ici, qui est en trois morceaux, bleu, vert et rouge, alors que ça devrait être qu'un seul élément. Et bien, après loop closure, tout le monde est aligné et le nuage de points est désormais localement cohérent, en tout cas aux endroits où on est passé plusieurs fois. Donc ceci fait, ça nous donne toujours que une trajectoire et un nuage de points qui sont locaux, mais précis, on va dire. Maintenant, si jamais on a aussi de la donnée GPS, ce que l'on peut avoir envie de faire, c'est de géoréférencer le nuage de points, pour lui donner non pas un ancrage, on va dire, local arbitraire, mais vraiment des coordonnées monde pour, par exemple, utiliser ce nuage de points pour faire, in fine, du positionnement géolocalisé. Donc le concept, encore une fois, c'est de l'optimisation de trajectoire. Supposons que pendant la collection de données, en plus des données LIDAR, on avait accès à de la donnée GPS, donc que j'ai symbolisé ici avec ces points rouges. Le principe du géoréférencement, ça va être d'associer les mesures GPS aux mesures LIDAR basées sur le temps auquel ont été prises les mesures, c'est-à-dire associer, par exemple, pour chaque donnée LIDAR, le point GPS qui a été mesuré au même instant ou à l'instant le plus proche. Et donc, à partir de cette association, on va venir à nouveau mettre des contraintes sur la trajectoire pour dire qu'il faut que telle mesure que tel point de la trajectoire d'odométrie LIDAR colle à tel point de mesure GPS et optimiser à nouveau toute la trajectoire, donc de façon non rigide. Là, on a l'impression que c'est juste une transformation rigide, mais en vérité, on a bien optimisé chaque point du graphe pour trouver le meilleur fit, on va dire, entre l'ensemble des données LIDAR plus l'ensemble des données du SLAM plus mesure de loop closure avec les données GPS. Donc ça permet d'avoir un nuage de points que on peut, par exemple, superposer avec une image satellite parce que cette fois-ci, il n'est plus simplement local repéré dans un référentiel arbitraire, mais il est repéré par rapport à des données GPS et donc il a un caractère absolu. Donc on peut aller très loin avec le géoréférencement. On peut faire du géoréférencement de haute précision si, par exemple, les données GPS auxquelles on a accès ont été corrigées par des corrections RTK. Et c'est par exemple ce qu'on montre sur cette vidéo, donc d'un nuage de points qu'on a construit ici à Paris avec un capteur LIDAR et de la donnée GPS avec des corrections RTK. Donc comment est-ce qu'on peut observer la qualité du géoréférencement? C'est par exemple en s'arrêtant un peu sur les marquages au sol que l'on voit se superposer parfaitement sur les données GPS. Et donc là, cette image satellite, c'est une image satellite de l'IGN, donc très très haute précision, et on voit qu'il n'y a aucun écart entre l'overlay du nuage de points 3D qu'on a construit et l'image satellite de haute précision. Et donc ça, c'est grâce à un framework d'optimisation qui est robuste, qui permet de garder la bonne précision locale du nuage de points et aussi d'avoir une déformation globale qui permette de coller très très bien au GPS là où c'est possible.
Hem, pour vous montrer jusqu'où, on peut aller avec ce pipeline de mapping, en fait, je rentre pas dans le détail, mais on peut faire des cartes, en fait, arbitrairement grandes en mettant ensemble la des cartes collectées sur, enfin construites sur des collections de données de plusieurs jours différents, avec une technologie qu'on a développée avec Suez qui s'appelle le multisession et qui permet, en fait, de mettre en correspondance plusieurs cartes, collectées sur différents jours. C'est pour ça que là, sur cette vidéo, on a différents jeux de couleurs. C'est un jeu de couleurs pour chaque jour de données collectées. Et ça permet en fait d'assembler ensemble des cartes et du coup d'augmenter autant qu'on veut une carte pour qu'elle fasse par exemple la taille d'une ville. Ici, c'est de la donnée qu'on a collectée à Las Vegas et qui a permis de faire une carte qui fait des dizaines de kilomètres en linéaire roulé sur plusieurs heures de données. Donc maintenant, on a une carte 3D précise. Comment fait-on pour se localiser et localiser un robot dans cette carte? Eh bien, le concept, en fait, c'est à peu près le même que pour le SLAM, c'est-à-dire c'est du scan matching, mais c'est quelque part plus simple. Le concept, c'est de décréter qu'on a la carte, qui est notre référence absolue, et que on va venir localiser, positionner très précisément chaque trame lidar sur cette carte. Donc, on suppose qu'on nous donne la position initiale du capteur dans la carte, et ensuite tout l'objectif, c'est de venir caler géométriquement, très précisément, la trame lidar sur la carte et faire ceci de proche en proche. En fait, utiliser la position précédente pour estimer où est-ce que va se retrouver la trame lidar suivante, qui arrive en temps réel, hein, qui est mesurée par le robot sur cette carte, venir caler très finement cette trame lidar sur la carte et du coup, encore une fois, de proche en proche, garder une localisation qui est précise dans la carte. Le concept, c'est exactement le même que celui du SLAM, mais sans la partie mise à jour de la carte, puisque la carte arrive telle quelle, statique et définitive, en quelque sorte. Donc, je vous propose de vous montrer deux démos de relocalisation. Donc ici, c'est encore une fois dans le 13e, on a fait une démo de localisation sur une carte qui prend à peu près tout le quartier. Donc encore une fois, c'est la carte qu'on voit en violet et en jaune se dessiner au fond. Les données LIDAR, cette fois-ci, elles sont directionnelles, donc mesurées depuis un capteur qui ne mesure pas à 360, mais seulement les points qui sont devant lui et qui sont illustrés ici en blanc. On les voit bien se superposer sur la carte et donc ça permet d'avoir la position très précise du capteur dans la carte 20 fois par seconde à des fins de localisation. Le deuxième cas d'usage que je voulais vous montrer, c'est un cas d'usage qui est un peu plus intense, c'est la localisation d'une voiture de course autonome, donc pour un challenge qui s'appelle A2RL avec l'équipe FR4IAV, où cette fois-ci on prend les données de 3 capteurs LiDAR, donc c'est ce qu'on voit sur la partie supérieure de la vidéo, et on vient localiser donc ces 3 capteurs conjointement sur la carte. Donc là, on est sur des vitesses de l'ordre de 200 à 250 km/h, mais le concept c'est toujours le même et il tient toujours à ces vitesses-là, c'est de venir finement caler toutes les données LiDAR sur cette carte 3D. Donc maintenant, il est légitime de se dire, bon ben d'accord, ce concept il fonctionne si jamais on est dans un environnement qui est très structuré, comme tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, c'est-à-dire de l'urbain avec des bâtiments, des arbres, ce genre de choses, enfin des poteaux, beaucoup de structures statiques. Mais maintenant, les cas d'usage robotique qu'on connaît, ils sont souvent justement hors de ces milieux-là. Ils sont par exemple dans des environnements où il y a une forte végétation, en tout cas où la végétation peut beaucoup bouger au cours des saisons. Ils sont dans des environnements logistiques, donc par exemple du portuaire, où une grue peut être amenée à bouger d'une heure à l'autre, ensuite rester en place pendant 3 heures et puis bouger à nouveau, ou des environnements où il y a très très peu d'amer statique, c'est-à-dire que l'environnement est constitué de peut-être une barrière, un gros plan, et puis sinon que des objets qui peuvent bouger au cours du temps. Donc, bien sûr, c'est des cas d'usage qui sont difficiles pour tout ce qui est localisation basée lidar. Et je vais vous expliquer l'approche que nous, avec Sways, on a développée. C'est une approche qu'on appelle le local mapping. Et le concept, c'est de se dire que dans le nuage de points qui constitue l'endroit où doit être déployé le robot, donc ici, j'ai pris un exemple portuaire, il y a énormément de choses qui peuvent bouger d'une heure à l'autre, que j'ai symbolisé ici en bleu.
Et notre concept avec Sway, c'est de se dire, ben, toute cette information, qui est non permanente, je la supprime de la carte. Donc le problème, bien sûr, si on veut toujours, utiliser notre concept de relocalisation, c'est que, ben, il reste plus grand chose, hein, pour se localiser. Là, on n'a pas j'ai pas mis d'échelle, mais entre 2 poteaux, il y a environ 200 mètres. Donc c'est, pas imaginable de se dire qu'on va faire du positionnement de précision, basé lidar seulement sur une carte qui est, aussi pauvre, en amer, statique. Et donc notre approche, c'est d'intégrer localement, de la géométrie avec, ben, le SLAM, ce que je vous ai présenté au début, c'est-à-dire l'agrégation de données, complètes, cette fois-ci mesurées par le capteur, en trouvant le bon équilibre entre, ben, à quel point on s'accroche à la carte statique et à quel point on s'accroche à la donnée qui est, mesurée par le capteur à un instant T, qui contient de la géométrie sur laquelle on peut s'appuyer, qui va nous permettre de bien nous caler localement et ben, voilà, de réussir à faire, ce mélange entre de la donnée qui est purement statique et de la donnée qui est, qui est non permanente, mais statique au moment où on en a besoin. Donc, je vous montre une démo de ce que ça peut donner, par exemple, pour se localiser sur un port. Ce que vous voyez en bleu, rouge et vert, c'est une carte, d'un port qui est, vide d'objets non permanents. Et avec notre approche de local mapping, ce que l'on montre sur cette vidéo, c'est qu'il est possible de se localiser en LiDAR only. Ici, il y a pas de données GPS ou quoi que ce soit, dans un environnement où en fait, on a supprimé, de la carte statique l'ensemble des objets non permanents. Donc le gros bateau à droite que l'on distingue à travers les données lidar courantes, il n'est pas dans la carte. Tous les containers que l'on voit ne sont pas dans la carte. Il y a seulement quelques éléments d'infrastructure ici sur le quai qui, tout seuls, ne seraient pas suffisants pour faire du positionnement à plus ou moins 3 centimètres. Mais avec notre concept de local mapping, on vient justement s'appuyer légèrement sur ceci et bénéficier du reste de l'information pour garder une localisation qui est précise. Deuxième cas d'usage, c'est ce que l'on fait avec une société qui s'appelle Hive Robotics, qui déploie des robots sur des centres de vacances où il y a une énorme densité de végétation, des parkings et sinon pas beaucoup d'amer statique. Donc là, encore une fois, ce que l'on a fait pour déployer avec eux, c'est de supprimer toute la végétation qui, bien sûr, ben, est sujette à des mouvements. Donc, dès qu'il y a du vent, par exemple, elle se met à bouger, ou en hiver, il n'y en a plus, donc il n'est pas possible de s'appuyer dessus de façon permanente, et d'utiliser notre concept de local mapping pour garder une localisation qui est précise en s'appuyant vraiment que sur ce qui ne bouge pas, c'est-à-dire le sol, quelques rebords, quelques structures qui existent dans la carte. Et donc, ben, voilà, avec cette technologie et cette approche de map-based localisation, on avance avec plusieurs clients en robotique, et aussi en 3D mapping. Et aujourd'hui, on est très fiers de dire que, par exemple, on équipe les camions autonomes, de Mbotech, qui sont déployés sur le port de Rotterdam et dont il y aura, 30 camions, d'ici 2027 qui tourneront en autonome sur le terminal. Voilà, ben, c'est tout pour cette présentation. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous remercie pour votre attention et puis, bah, je serai ravi de prendre toutes vos questions, au moment voulu.